réputation de l'artiste et celle de l'œuvre se renforcent mutuellement. Nous accordons plus de valeur à une œuvre réalisée par un artiste que nous estimons, tout comme nous estimons davantage un artiste dont nous avons admiré les œuvres. Quand la distribution de l'art implique une transaction marchande, le niveau de réputation peut se convertir en valeur financière. De ce fait même, une œuvre dont on retire la paternité à un artiste célèbre et estimé perd automatiquement de sa valeur. Des musées et des collectionneurs ont essuyé de graves pertes financières à la suite de changements dans les attributions des œuvres, et les spécialistes subissent souvent des pressions considérables quand ils s'apprêtent à démentir des attributions qui avaient justifié des investissements importants. Wollheim, 1975. Trollope, que l'influence de la notoriété de l'artiste sur le jugement de l'œuvre intriguait beaucoup, se livra à une expérience. Depuis le début de ma réussite d'écrivain, je percevais une injustice dans les choses de la littérature dont je n'avais jamais souffert, ni même soupçonné l'existence, tant que j'étais obscur. Il me semblait qu'une fois acquise, la notoriété s'accompagnait de trop grandes faveurs. Je me disais que des postulants arrivés après moi accomplissaient peut-être un travail aussi bon que le mien, ou même meilleur, et ne parvenaient pas pour autant à le faire apprécier. Afin de le vérifier, je décidai d'être moi-même un de ces postulants, et de commencer une série de romans anonymes pour voir si je pourrais acquérir une deuxième identité, si, m'étant fait un nom grâce aux qualités littéraires que je pouvais posséder, je réussirais à obtenir de nouveau ce résultat. Trollope, 1947. Il écrivit et publia anonymement 2 nouvelles où il s'était efforcé de maquiller son style et sa manière habituelle de conduire un récit. 1 ou 2 fois, j'entendis mentionner ces nouvelles par des lecteurs qui ne savaient pas que j'étais l'auteur, et toujours en termes élogieux. Mais elles n'eurent pas vraiment de succès. Blackwood, l'éditeur, qui connaissait évidemment l'auteur, avait bien voulu les publier, avec le ferme espoir que les œuvres d'un écrivain confirmé s'imposeraient même sans nom d'auteur. Mais les faits ne répondirent pas à son attente, et il se refusa à une 3e tentative, alors qu'une 3e nouvelle était prête. Bien sûr, cela ne prouve aucunement que je n'aurais pu réussir de nouveau si j'avais persévéré avec la même obstination. 10 autres années de travail sans relâche et sans rétribution auraient pu me faire une nouvelle réputation. Mais une chose au moins me semblait évidente. Malgré tout le profit que j'avais dû tirer de la pratique de mon art, je ne pouvais inciter d'emblée les lecteurs anglais à lire ce que je leur donnais, à moins de leur donner sous mon nom. Trollope, 1947. Et Trollope de conclure. Il est normal qu'en toute chose le public se fie à une réputation bien assise. Il est naturel qu'un lecteur de romans, à court de lecture, fasse quérir dans une bibliothèque des livres de George Eliot ou de Wilkie Collins, de même qu'une dame se rend chez Fortnum et Mason quand elle veut un pâté en croûte. Fortnum et Mason n'ont pu devenir ce qu'ils sont que par les effets conjugués du temps et des bons pâtés. Si Titien devait nous envoyer de l'autre monde un portrait, il lui faudrait un certain temps en critique d'art du Times pour s'aviser de sa valeur. On peut se gausser du manque de discernement manifesté par là, mais cette lourdeur de jugement est humaine, et elle a toujours existé. Si je dis tout cela maintenant, c'est parce que mes réflexions sur ce sujet m'ont persuadé qu'il faut avoir beaucoup d'égards pour l'amertume des auteurs déçus dans leurs espérances. Trollope, 1947. Les chaînes de coopération. Tout ce qui n'est pas fait par l'artiste, c'est-à-dire par celui qui exerce l'activité cardinale, sans quoi l'œuvre ne serait pas de l'art, doit être fait par quelqu'un d'autre. L'artiste se trouve ainsi au centre d'un réseau de coopération dont tous les acteurs accomplissent un travail indispensable à l'aboutissement de l'œuvre. Chaque fois que l'artiste dépend d'autres personnes, il y a une chaîne de coopération. Les gens avec qui il coopère peuvent partager pleinement ses idées sur la façon dont ils doivent accomplir leur travail. Cette unanimité se rencontre communément dans tous les cas où chacun des participants peut exercer l'une quelconque des activités nécessaires. De sorte que, malgré la division du travail, aucun sous-groupe ne se constitue autour d'une fonction spécialisée. C'est ce qui se passe dans les formes d'art simples et très répandues, comme le quadrille ou dans les segments de la société dont tous les membres sont couramment formés à des activités artistiques. Au XIXe siècle, les Américains de bonne famille avaient assez de connaissances musicales pour interpréter les ballades de Stephen Forster, tout comme leurs homologues de la Renaissance interprétaient des madrigaux. Dans ces circonstances, la coopération est simple et aisée. En revanche, lorsque des groupes de professionnels spécialisés
se chargent d'exercer les activités nécessaires à la production d'une œuvre d'art, leurs membres nourrissent des préoccupations esthétiques, financières et professionnelles fort différentes de celles de l'artiste. On sait par exemple que les musiciens d'orchestre se soucient davantage d'interpréter leur partie avec brio que de faire valoir l'œuvre, et ce non sans raison, puisque leur réussite repose pour une large part sur l'impression qu'ils donnent à leur employeur. Faulkner, 1973. Ils peuvent saboter une œuvre par trop ingrate lors de sa création, parce que leur intérêt professionnel ira à l'encontre de celui du compositeur. Des conflits esthétiques peuvent également opposer le personnel de renfort à l'artiste. Un sculpteur que je connais fut invité à employer les services d'un atelier de lithographie. Comme il était très peu versé dans la technique de la lithographie, il se réjouissait de pouvoir confier le travail d'impression proprement dit à des artisans chevronnés, puisque aussi bien cette division du travail était coutumière et avait donné naissance à un artisanat d'art extrêmement spécialisé. Il fit des dessins qui comportaient de grandes surfaces de couleurs uniformes, pensant simplifier ainsi le travail de l'imprimeur. Or, il n'avait fait que le compliquer. Pour ancrer une large portion de la pierre lithographique, l'imprimeur doit passer plusieurs fois au même endroit, d'où le risque de voir apparaître des traces du rouleau. Les lithographes, qui mettaient beaucoup d'amour-propre dans leur travail, expliquèrent à l'artiste qu'il pouvait imprimer ses dessins, mais qu'il aurait du mal à éviter des traces de rouleau sur les larges aplats. Il ignorait ces détails techniques quand il avait exécuté ses dessins et proposa d'utiliser les traces de rouleau comme un procédé esthétique. Les imprimeurs refusèrent catégoriquement. Les traces de rouleau étaient le signe évident aux yeux de leurs confrères d'un manque de savoir-faire, et l'idée d'une estampe présentant des traces de rouleau pourrait sortir de leur atelier leur semblait insupportable. La curiosité artistique du sculpteur s'était heurtée aux normes professionnelles des imprimeurs. C'est un exemple éloquent de la façon dont des groupes de renforts spécialisés obéissent à des normes et des préoccupations qui leur sont propres. Keizé, 1973. L'artiste dépendait du bon vouloir des imprimeurs, parce qu'il n'était pas en mesure de réaliser lui-même les lithographies. Son expérience éclaire le genre de choix devant lequel un artiste peut se trouver placé à chaque maillon de la chaîne de coopération. Soit il fait les choses comme le personnel de renfort est prêt à les faire, soit il essaie de leur faire adopter ses propres méthodes, soit il forme d'autres personnes à travailler selon ses désirs, soit il fait les choses lui-même. Dans tous les cas de figure, sauf le premier, il devra consacrer plus de temps et d'efforts à la réalisation de son œuvre que s'il avait procédé de la manière habituelle. Les liens de l'artiste avec la chaîne de coopération dont il dépend pèsent d'un grand poids sur le genre d'œuvre qu'il peut effectivement produire. On pourrait trouver des exemples analogues dans tous les domaines de l'art. Cummings a eu quelques difficultés à faire publier son premier recueil de poèmes parce que ses bizarreries typographiques rebutaient les imprimeurs. Norman, 1958. La réalisation d'un film suscite de nombreuses difficultés du même ordre. Il y a des acteurs qui ne veulent être photographiés que sous un angle flatteur, des scénaristes qui n'acceptent pas la moindre modification dans leur dialogue, et les opérateurs qui refusent d'utiliser des techniques habituelles. Les artistes créent souvent des œuvres qui ne peuvent trouver place dans les structures de production et de présentation existantes. Nous allons tenter une petite expérience mentale. Imaginez que vous êtes conservateur du département des sculptures dans un musée et que vous avez invité un sculpteur éminent à exposer une œuvre récente. Il arrive au volant d'un semi-remorque qui transporte une construction gigantesque, associant plusieurs éléments de grosses machines industrielles agencées en un volume, tout à fait intéressant et séduisant. Vous êtes enthousiasmé. Vous demandez au sculpteur de conduire le camion devant la plateforme de chargement du musée. Et là, vous vous apercevez tous les deux que la porte est trop petite. Elle mesure 4,50 m de haut et l'œuvre est beaucoup plus grande de quelque côté qu'on la prenne. Le sculpteur propose de découper le mur, mais vous vous êtes rendu compte que l'œuvre était beaucoup trop lourde également. Même si vous pouviez la porter à l'intérieur du musée, le plancher céderait sous son poids. C'est un musée, pas une usine. Il n'a pas été conçu pour de telles charges. Finalement, le sculpteur, très contrarié, s'en va avec son œuvre. De même, des compositeurs écrivent des musiques pour un nombre d'exécutants supérieur à tout ce que pourraient payer les organismes de concert existants. Les auteurs dramatiques écrivent des pièces si longues que les spectateurs partent avant la fin. Des romanciers écrivent des livres que des lecteurs compétents trouvent inintelligibles ou qui réclament des procédés d'impression inaccessibles.
aux éditeurs. Ces artistes ne sont pas des hurluberlus, là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que les sculptures exposées dans votre musée sont passées par la porte de la plateforme de chargement et n'ont pas crevé le plancher. Les sculpteurs savent que les musées ne peuvent accueillir des pièces trop lourdes ni trop volumineuses et ils en tiennent compte dans leur travail. Les spectacles présentés à Broadway ont une durée assez raisonnable pour que les spectateurs restent jusqu'à la fin. Et les œuvres jouées par des orchestres symphoniques sont écrites pour un nombre d'exécutants qui n'excède pas les moyens financiers des organisateurs. Quand des artistes font un travail inadapté aux institutions existantes d'un point de vue purement matériel ou au regard de certaines conventions, le poids des sculptures ou la longueur des spectacles, les œuvres ne sont pas présentées au public. Non que les directeurs des établissements concernés soient de vieux barbons réactionnaires, mais leurs locaux sont conçus pour accueillir des œuvres de dimension courante, et leurs ressources ne leur permettent ni d'effectuer les travaux nécessaires pour accueillir des œuvres non conformes, ni de supporter les pertes entraînées par la présentation d'œuvres qui ne peuvent rencontrer l'adhésion du public. Comment se fait-il alors que des œuvres hors normes parviennent à être exposées, interprétées ou diffusées? J'y viendrai plus tard. Pour l'instant, je noterai simplement qu'il existe souvent des circuits de distribution parallèles, des publics ouverts aux nouvelles expériences et des organisateurs audacieux. Les premiers procurent un moyen de diffusion, les autres prennent un pari sur l'avenir. Les écoles offrent souvent ce genre de possibilités. Elles ont de la place et peuvent recruter parmi leurs élèves un personnel disponible et plus ou moins bénévole, ce qui leur permet de mobiliser des effectifs que les établissements plus commerciaux ne pourraient s'offrir. De vraies foules pour les scènes de foule ou des combinaisons tout à fait singulières d'instrumentistes et de chanteurs pour des expériences musicales. Les artistes qui s'adaptent aux possibilités offertes par les institutions habituelles restent les plus nombreux. En ajustant leurs projets aux conditions existantes, ils acceptent les contraintes du réseau de coopération déjà en place. Chaque fois qu'un artiste dépend d'autres personnes pour quelque chose d'indispensable, il doit soit accepter les contraintes imposées par ces personnes, soit prodiguer son temps et son énergie pour obtenir cette chose par d'autres moyens. Les conventions. La production d'œuvres d'art exige qu'un personnel spécialisé coopère selon des modalités bien définies. Comment les participants arrivent-ils à s'entendre sur ces modalités? Ils pourraient évidemment partir chaque fois sur de nouvelles bases. Un groupe de musiciens pourrait débattre de la gamme des sons à utiliser, des instruments à fabriquer pour produire ces sons, de la façon de combiner les sons pour créer un langage musical et de la façon de créer avec ce langage des œuvres d'une certaine durée, destinées à un certain nombre d'instrumentistes qui joueraient pour un certain nombre d'auditeurs recrutés selon certains critères. Toute proportion gardée, c'est un peu ce que l'on observe lors de la création d'une nouvelle troupe de théâtre, encore que la plupart du temps, seuls quelques aspects soient vraiment remis en question. En général, les personnes qui coopèrent à la production d'une œuvre d'art ne reprennent pas tout à zéro. Elles se fondent plutôt sur des conventions antérieures, entrées dans l'usage, qui font partie désormais des méthodes habituelles de travail dans le domaine artistique considéré. Les conventions artistiques portent sur toutes les décisions à prendre pour produire les œuvres, même s'il est toujours possible de revenir sur une convention particulière pour une œuvre donnée. Les conventions dictent le choix des matériaux, par exemple lorsque les musiciens conviennent d'utiliser les notes de certaines échelles modales ou celles d'une gamme diatonique, pentatonique ou chromatique, et les harmoniques permettent. Les conventions indiquent les procédés à utiliser pour traduire des idées ou des sensations, par exemple lorsque des peintres utilisent les lois de la perspective pour donner l'illusion de la profondeur, ou lorsque des photographes utilisent le noir, le blanc et les différentes valeurs de gris pour restituer le jeu de la lumière sur les volumes. Les conventions prescrivent la forme que doit prendre l'application des procédés aux matériaux, par exemple la sonate en musique ou le sonnet en poésie. Les conventions indiquent les dimensions appropriées pour une œuvre, la durée idoine d'un spectacle, les proportions et la forme globale la plus souhaitable pour une peinture ou une sculpture. Les conventions régissent les relations entre l'artiste et le public en déterminant les droits et les obligations de l'un et de l'autre. Les historiens d'art, des musicologues et des critiques littéraires ont vu dans la notion de convention artistique un bon moyen d'expliquer la capacité des artistes à réaliser des œuvres qui touchent et font réagir le public.
En utilisant une organisation de sons aussi conventionnelle qu'une gamme, les compositeurs peuvent provoquer chez l'auditeur certaines attentes à l'égard de l'enchaînement des événements sonores et les exploiter habilement, les prolonger et les décevoir de manière à créer une tension, puis susciter l'apaisement lorsque ces attentes sont enfin satisfaites. Meyer, 1956, et Cooper et Meyer en 1960. C'est précisément parce que l'artiste et le public ont une connaissance et une expérience commune des conventions mises en jeu que l'œuvre d'art suscite l'émotion. Barbara Smith, 1968, a montré comment des poètes exploitent les conventions des formes poétiques fixes et de la déclamation pour conduire l'œuvre à une conclusion évidente et satisfaisante, où les attentes provoquées dans le cours du poème sont toutes comblées simultanément. Gombrich, 1971, a analysé les conventions plastiques que les artistes utilisent pour donner aux spectateurs l'illusion de la réalité. Dans tous ces domaines et d'autres, comme la scénographie, la danse ou le cinéma, l'émotion est rendue possible par l'existence même d'un ensemble de conventions auxquelles l'artiste, comme le public, peuvent se reporter quand ils investissent l'œuvre d'une signification.